comprendre les méandres de l'actualité de l'université d'Abomey-Calavi. L'académie, le social, la vie dans les campus publics du Bénin. Le tout sur Actualité au quotidien. Actualité au quotidien. Retrouvez les analystes de la rédaction de Radio Univers les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 9h55 sur la station universitaire. Actualité au quotidien. Les dessous de l'info sur Radio Univers. Actualité au quotidien. Certificat d'études primaires. Les candidats sont en train de plancher dans les salles des différents centres de composition retenus pour la circonstance sur toute l'étendue du territoire national, à un moment où le gouvernement béninois de Patrice Talon, bien évidemment, a entrepris une tournée de reddition de comptes dans les 77 communes des 12 départements, en ayant un regard sur la crise Bénin-Niger dont l'épisode est encore loin de prendre fin. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre rendez-vous de ce nouvel numéro de votre émission Actualité au quotidien, le premier de ce 6e mois de l'année. Vous nous suivez depuis l'université d'Abomey-Calavi où le port de casque pour tout étudiant, enseignant et administratif devient obligatoire. Le recteur Félicien Avlessi veut assurer la sécurité des biens et des personnes dans l'enceinte de ce haut lieu de savoir, vu les actes d'insécurité qui se constatent depuis ces dernières semaines. À travers un communiqué du 21 mai dernier, le recteur a exigé le port de casque à tous les usagers de l'UAC. Actualité au quotidien, avant le débat, c'est la une des journaux et je suis ce matin avec Romuald Assoclé. Romuald, bonjour. Bonjour Adelphe, bonjour à toutes et à tous. La une des journaux sur Actualité au quotidien. Bien. Les journaux parus ce jour, vous allez nous présenter la quintessence, ce qu'on peut retenir déjà de ce que les journaux ont estimé ce matin. Et justement, nous avons le CEP, nous avons la tournée gouvernementale. À vous. Et bien d'autres informations, Adelphe Adjiboula. Et donc, on commence par le Canard de Ménotin Fraternité qui titre ce matin « Tension entre le Bénin et le Niger, silence incompréhensible de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'Union africaine. Examen de fin d'année, 256 968 candidats à l'assaut du CEP.
Le message du ministre des enseignements maternels et primaires est à découvrir donc à la page 8 du journal. Dabarou, à présent, libération des espaces publics à Tchaourou. Le maire Jonathan Akwawo veut en rajouter à la misère de ses mandants. Promotion de la paix au nord du Bénin. Les jeunes formés sur l'engagement civique et l'entrepreneuriat social. Et donc, toujours à la une de Dabarou, présentation des actions du gouvernement dans le Bogou. Aurélie Adam et Samou Adambi convainquent les populations de Niki. Et on passe au journal Le Matinal qui met en manchette ce matin examen de fin d'année. Les candidats du OCEP planchent dès ce jour. Le message du ministre Salman Karimou est également à découvrir dans les colonnes du journal. Toujours à la une ce matinal, Tovi Klein, les Rounons exerçant dans l'informel dans le viseur du maire. Et puis prétendu rejet des comptes administratifs des gestions 2022 et 2023 à Ouida, un pur canular. Donc placade le journal. Couverture sanitaire universelle, les efforts du Bénin présentés à Genève. Et commune de Tanguieta, des boissons alcoolistiques ont été saisies. On passe donc au journal Le Grand Jury qui met en manchette, invité sur Canal 3 au sujet de la reddition de comptes gouvernemental. Shakirou Amoussou de l'UP Le Renouveau loue les réalisations de talent et appelle à la vigilance contre la démagogie. Aussi dont aux sinistrés de la crue 2023 dans la commune de Soava, Patrice Talon met joie dans le cœur des Tofinous. Le préfet Jean-Claude Kodia, au nom de son mentor, remet les vivres consommables et non consommables aux personnes victimes. Les 4 vérités, examen du CEP 2024 au Bénin, 256 968 candidats composent dans 802 centres, bien évidemment. Puis le président de l'UNAMAB sur Paul Faïndé réclame de meilleures conditions de travail aux magistrats. Louis Vlavonou à la tournée de reddition de comptes dans l'UEME. Si les gouvernements précédents avaient fait des efforts comme depuis 8 ans, nous serions déjà comme Paris depuis longtemps. 3e édition de la journée de l'étudiant aquaculteur, une célébration placée sous la plantation de l'arbre. Et puis journée nationale de l'arbre édition 2024 à Porto Novo, le maire Chalma Nyankoti donc lance la campagne de reboisement au plan communal. La Nouvelle Gazette met en manchette ce matin, c'est bien entendu l'examen du CEP comme vous l'avez dit, qui fait la une de plusieurs parutions ce jour. Examen national donc 256 968 candidats planchent à partir de ce jour. Restitution du projet de l'association femmes du secteur mine au Bénin, mettre fin aux violences faites à l'égard des femmes du secteur minier. Et on passe au journal Le Télégramme, lettre du chef de l'État béninois au président nigérien. Le premier ministre nigérien Lamine Zeyn a dévoilé la raison pour laquelle le général Tiani n'a pas reçu le ministre béninois. Talon indique une solution à Tiani pour lever le blocus. Violence lors des élections présidentielles de 2021 au Bénin, 13 condamnations et 11 relaces à la criette. 40e édition de la journée nationale de l'arbre. Les femmes fonctionnaires parlementaires font œuvre utile à Alada. Direction de l'émigration et de l'immigration au Bénin. Les 72 policiers en service à la DEI relevés de leurs fonctions. Donc révèle le Télégramme ce matin. Logements sociaux au Bénin, 40 habitations de standing moyen abandonnées à la rue à Semopodi, constate le journal. On va donc passer à Diakpata qui met aussi bien évidemment en manchette ce matin. CEP 2024, 256 968 candidats planchent ce lundi, voulant annuler son jeu après une erreur sur montant décaissé. Donc parlant donc de LNB, la Loterie nationale de Bénin, ça fait un peu de communication. Élimination du mondial 2026, Andreas Rombedi forfait contre le Rwanda
et le Nigeria. L'autre quotidien, tournée gouvernementale de reddition de comptes, mobilisation générale autour de 8 ans de progrès rapide. Année académique 2023-2024, 256 968 candidats à l'assaut du certificat d'études primaires ce matin. Lutte contre les violences basées sur le genre, les antennes départementales et points focaux de l'INF, l'Institut national de la femme, installés. C'est allé donc à la page 2 du journal L'autre quotidien. Transparence budgétaire au Bénin, le Bénin sacré champion dans l'espace francophone. Matin libre met en manchette tournée gouvernementale dans les communes, recret de repu ou reddition de comptes. Je reprends, tournée gouvernementale dans les communes, recret de repu ou reddition de comptes. C'est l'interrogation que placade Matin libre en sa manchette ce matin. L'autorité nationale du Bénin, on y revient. L'Union nationale des diplomates du Bénin, Abalo Vincent Ferrier, préside le nouveau bureau exécutif. On va passer le patriote donc de Marcel Zoumenou qui met en manchette ce matin: diplomatie, communication, économie, talent, le temps des erreurs. Il parle donc des crises diplomatiques, des erreurs de communication sous le régime talent, de la cherté de la vie, toujours sous le régime de la rupture. Accord de la nationalité béninoise aux afro-descendants, Eric Ondete adresse un questionnaire au gouvernement. L'éditorial de Le Patriote ce matin se consacre donc aux confessions ignominieuses de Talata, donc la vice-présidente du Bénin. Regard sur le fonctionnement de la CEDEAO, des élections dans les pays francophones, c'est d'abord la fraude, selon Victor Topanou. On va peut-être finir par le journal Le Potentiel qui met à sa manchette ce matin: direction de l'immigration et de l'immigration DEI, passeport, marché noir, d'agents sales, fraude, le personnel est balayé. Un agent de police du nom de YM à Gonalou, déjà en prison. 45 000 francs et 70 000 francs, les sous perçus par le réseau de courtiers qui a été démantelé. En cavale une dame au cœur de cette activité de courtage recherché. Et puis toujours à la une du journal Le Potentiel, activité industrielle à haut risque à Cotonou malgré la délocalisation annoncée depuis 2021. L'autorité de Talon dans la boue avec la SCB. Et puis loi portant statut de l'opposition en République du Bénin, DHPDONG en atelier de réflexion pour analyser le test. On va finir Adelph par Gasquiani Info qui met à sa une ce matin: promesse d'amélioration du panier de la ménagère, la marmite toujours sur le feu, constate le journal. Tension Niger-Bénin, la passe d'armes continue. CEP 2024, une hausse de 6,38% de candidats. Pierre Robert Kohou, j'ai beaucoup appris du tournoi UFOA BU17. Élection à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Lionel Gouanoundé, un technicien accompli et donc qui est à l'écoute de tous. Voilà, Adef, ce qui fait la une des journaux parus ce matin. Merci à vous, Romuald Assokle, pour cet exercice matinal, la une des journaux. Et derrière la baie vitrée pour la conduite de cette émission, c'est Fériol Sossou. À présent, nous allons installer le débat. Le débat sur Actualité au quotidien. Avant de revenir sur l'examen national du CEP et sur la reddition de comptes, c'est-à-dire la tournée gouvernementale, et puis sur la crise entre le Bénin et le Niger, et pourquoi pas aussi sur ce qui se passe actuellement à la direction générale de l'immigration, bel et bien, nous restons ici d'abord à l'université de Mekalavi, où désormais, eu égard aux actes de vandalisme, aux actes d'insécurité qui ont été observés ces derniers temps-ci, le cambriolage d'un laboratoire, le dépôt d'un corps sans vie à côté du terrain synthétique de l'université d'Abou-Mekalavi, et aussi vous-même des centres commerciaux. Le recteur a donc décidé de mettre fin à tout cela. Décision prise, communiquée depuis le 21 mai dernier. Le recteur a exigé que tous les usagers, les étudiants, les administratifs, les enseignants
soit avec le 4. Romain Dassokli. Oui, Adelphe Adjiboudé, c'est vrai que le communiqué numéro 64-2024 UACCR du recteur en date, donc comme vous l'avez dit, dernier n'a pas mentionné les raisons pour lesquelles il a été demandé aux étudiants désormais de venir sur le campus avec le 4. Mais c'est une évidence, sur tout ce que vous avez cité là. On sait dans quelles circonstances cette décision a été prise. On sait qu'il y a eu récemment donc, ce corps sans vie qui a été retrouvé sur le campus d'Abomey Calavi dont vous avez parlé il y a un instant. Donc, une décision qui vient quand même en fait rappeler une fois encore, parce qu'elle n'est pas une première. Cette décision, on les a connues par le passé. Il y en a eu plusieurs, même avant le professeur Félicien Avlessi, actuel recteur de l'université d'Abomey Calavi, c'est revenu plusieurs fois. On a cherché à rappeler à l'ordre, ce qui est tout à fait normal. Le campus n'est pas un marché. Même au marché, il faut avoir un ticket, il faut avoir un stand, les gens payent. Donc ce qui passe dans le marché, même à Tokwa, qui est difficile à contrôler. Donc il faut pouvoir avoir une idée de qui est sur le campus, qui fait quoi. Et le dernier communiqué qui s'est limité aux étudiants, c'était donc à l'attention des étudiants de l'université d'Abomey Calavi, revient un peu sur ces faits-là, ramène un peu le sujet. Mais la réelle question qu'on va se poser, c'est pourquoi ça n'a jamais été 2 semaines après. C'est une évidence aussi, 2 semaines après, il n'y a jamais eu de contrôle. C'est arrivé, enfin, on a juste l'impression que c'est une réponse spontanée à un événement, et donc on est déjà passé à autre chose. Comme d'habitude, on se pose la question, est-ce que ce sera respecté? Après 2 semaines, il n'y a jamais eu de contrôle. Après 2 semaines, les portes, les multiples portes, enfin portails sans portes de l'université d'Abomey Calavi sont restés. Et donc, c'est une décision de plus. Qui apporte quoi de plus, on ne sait pas. On attend toujours de voir. Seulement que pour les compositions, surtout que nous sommes en période de composition, c'est exigé déjà sur certains terrains de reportage. Nos collègues ont remarqué que sans les 4 d'étudiants, c'est que l'étudiant ne peut pas n'a pas accès à la salle de composition. Et ça, c'est pas nouveau. Et ainsi, c'est une mise en application de ce communiqué du recteur Félicien, du recteur professeur Félicien Avlessi, parce que vous n'êtes pas sans savoir que à l'université de Calavi, les enseignants ont leur 4, les usagers, les administratifs ont leur 4, et également les étudiants ont leur 4. Mais les étudiants ne portent pas généralement leur 4, parce que la 4 doit être, la 4 c'est soit dans le sac, ou bien soit on a oublié ça à la maison, et puis on vient, puis on s'assoit et on fait le coup. Encore que le contrôle sera un peu plus difficile, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'il y a 3 portes d'accès actuellement. Pour actuellement l'université de Calavi, il y a officiellement. Officiellement, voilà, il y a le portail qui est au niveau du terrain, il y a le deuxième portail au niveau de la voie principale là-bas, et puis le portail de Zouadje, même s'il y a des accès clandestins. Bien entendu, je disais que ce n'est pas nouveau que les étudiants viennent composer avec le 4, mais c'est au-delà des compositions, c'est qui entre réellement sur le campus, à quelle heure, qui y reste. Et donc ça pose globalement le problème de sécurité, et je pense que ce n'est pas la 4 qui va régler réellement le problème de l'insécurité qui règne sur le campus. C'est déjà commencé, on l'a tout le temps dit ici. Bon, je suis fatigué de devoir reprendre les mêmes choses. On a parlé de lumière, le campus qui n'est pas très bien donc éclairé, et qu'il faudra y penser. Il faudra donc penser à mettre beaucoup plus de lumière sur le campus. Même si, quand vous parlez il y a des zones noires, il y a aussi, et cela me rappelle déjà la situation actuelle au niveau de l'ENA, où les résultats du premier semestre ne sont pas encore disponibles. Or, les étudiants composés depuis les mois de décembre et janvier, et nous sommes en juin, et les résultats ne sont pas encore disponibles, et ils composeront déjà pour le deuxième semestre, ne connaissant pas encore le sort du premier semestre. Bien évidemment. Donc, parlant de l'insécurité sur le campus, il faut aller au-delà. C'est une avancée. Maintenant, une avancée encore qui n'est pas pratique. C'est juste une lettre comme d'habitude. Il faut dépasser les lettres standards, ce qu'on a toujours connu. Il faut mettre les moyens. Ça peut-être m'amène à demander, est-ce que
ce n'était pas nécessaire la présence de ces institutions qu'on a supprimées, ces institutions spécialisées. C'est vrai, elles n'étaient pas tout à fait crédibles. Il y avait des exactions. Je parle des institutions donc à caractère paramilitaire, la police universitaire, et autres. Et donc qui me semble même plus efficace dans ces circonstances que le rectorat. Le rectorat sur le terrain, je ne sais pas s'ils vont employer d'autres personnes, ils vont avoir d'autres employés pour veiller à la sécurité, ce qui n'est pas évident. Il faut associer les organisations étudiantines. Même si ce ne sera pas avec les organisations paramilitaires, il faut associer les organisations étudiantines, la FNEB, l'UNEB, l'UNSEB, pour donc avoir plus facilement accès donc, à ces lieux lugubres, ces lieux sombres sur le campus d'Abomey-Calavi, et pour permettre donc à ce que le campus soit réellement fréquenté par des enseignants qui y ont droit, pas le personnel administratif et pas des étudiants qui y ont droit. Parce que généralement, on constate que ce sont des non-étudiants, des gens qui ont terminé, des gens qui carrément n'ont rien à voir avec le campus, qui y sont et qui favorisent, qui mettent même la vie d'autres, des jeunes en difficulté, en danger. Et quand nous parlons déjà de l'insécurité ici à l'université de Calavi, l'insécurité surtout, vous l'avez mentionné si bien, dans la nuit, et où donc nous voyons déjà les étudiants qui déambulent la nuit à l'université de Calavi jusqu'à 23h parce qu'on veut la connexion, on veut quand même utiliser le Wi-Fi gratuit pour pouvoir quand même communiquer ou bien chercher à étudier, à faire des recherches sur les réseaux sociaux afin de pouvoir réaliser une exposé ou bien un travail demandé par le professeur. Tout cela donc le recteur pense déjà à y remédier. C'est ce communiqué selon moi quand même va apporter quand même quelque chose dans ce sens, parce que désormais à certaines heures, si on vous voit à l'intérieur de l'UAC, c'est que vous devez quand même répondre, vous devez quand même présenter votre cas pour montrer que vous êtes vraiment un étudiant, et les agents de sécurité à l'intérieur s'y travaillent. Justement, on attend le rectorat dans ce sens-là, on l'attend. C'est vrai que 2 semaines, c'est peut-être un peu trop tôt, mais on l'attend sur ces points-là, sur ces points d'accès aux connexions où il y a une agglutination. On ne peut pas non plus interdire aux étudiants de se connecter quand ils veulent les travaux, les examens. On n'a pas de temps pour un moment précis pour réviser. Et donc on ne peut pas empêcher les étudiants de s'agglutiner à ces lieux. Et le rectorat s'en vante, l'université s'en vante. Quand vous voyez, il y a des publications récentes qui donc font la prouesse de ces points de connexion, les ERB et d'autres qui ont été mis en place. Et donc il faut pouvoir trouver le juste moyen pour mettre en sécurité ces étudiants. Et j'espère vivement que c'est ce qui sera fait dans les jours à venir. Nous allons quitter donc les 4 minutes de l'université de Calavi pour se rendre dans les 802 centres retenus pour l'organisation du certificat d'études primaires, le CEP. 256 968 donc, qui sont conviés, donc qui sont dans ces différents centres en train de composer actuellement. Le CEP aujourd'hui, où nous remarquons que dans les jeunes, les écoliers, les écolières qui sont en train de composer actuellement les épreuves liées à cet examen national, ils sont 256 968. Nous avons une hausse de 6,38% au niveau national. Or, sur le plan, moi, ma préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que le CEP est-il quand même un diplôme qui sera qui est reconnu comme ce fut les années précédentes, où quand même il y a des concours, on exige le CEP, mais nous sommes mauvais. Vous n'êtes pas savoir, Romuald Assoclé, que le dernier pour les concours, on exige désormais le BPC ou bien le bac. Ma préoccupation serait donc, est-ce qu'il faut supprimer cet examen et permettre à ce que les enfants aient accès à la classe de 6e là, à travers donc la moyenne obtenue en classe. Une préoccupation légitime à Devdin. Le CEP semble obsolète, semble dépassé, c'est une évidence. Est-ce que on ne l'exploite plus, c'est juste devenu quelque chose de symbolique. On le fait juste pour passer au collège, et je trouve peut-être judicieux qu'il faille réfléchir longuement pour voir qu'est-ce que ça apporte vraiment de plus aujourd'hui
ne permet plus, comme par le passé, d'avoir un boulot. On a connu des enseignants, des directeurs d'école qui n'avaient que le CEP, qui était un président de la République qui n'avait que le CEP. Je ne veux pas. Non, c'est pas une excuse, c'est pas de l'injure. C'était des gens qui répondaient, exactement, qui avaient les compétences intellectuelles. Voilà. On a connu des gens brillants qui n'avaient que le CEP. Mais c'est dépassé, non pas qu'au Bénin, mais sur l'échiquier international, on a beaucoup évolué. Et il y a aussi que la ressource humaine formée après le CEP, franchement, ce n'est plus exploitable, tout simplement. Et donc, je pense que c'est une bonne réflexion. Mais avant, il faut peut-être revenir sur ce qui se déroule actuellement pour, donc, comme vous l'avez dit, c'est 256 000 élèves écoliers qui plongent. 256 000. Bien entendu, 256 968 candidats qui plongent ce matin avec un accroissement de plus de 6%. Et le lancement officiel au plan national, ça doit avoir eu lieu à Sikenor, quelque part à Sikekodi, à Cotonou. Il faut aussi dire sur le plan statistique qu'on a quand même près de 48% de filles. Et donc c'est ce qui est conséquent, ce qui n'est pas mal. Ça prouve, c'est témoin donc des efforts que nous avons consentis depuis des années pour la scolarisation des filles. Ça, je pense que ça s'applaudit. C'est à l'actif, pas, moi je ne dirais pas à l'actif du gouvernement que personne n'y a travaillé depuis 90. Je ne dirais pas que c'est à l'actif de talent, mais à l'actif de tous ces gouvernements qui se sont succédés depuis 1980, depuis 1960 même. Donc c'est très important de le dire. Mais même si on a constaté que dans le COUFO, on a eu une régression en termes de statistiques. On a eu une légère régression dans le COUFO. Et donc ça, c'est la preuve qu'il faut encore redoubler d'ardeur, il faut redoubler d'efforts pour remobiliser la troupe dans le COUFO pour que les années à venir, les enfants, parce que c'est important d'avoir cette éducation de base, même si c'est pour devenir mécanicien, vulcanisateur après, il faut avoir ce milieu, parce que aujourd'hui, il y a même à la GIZ, il y a plusieurs entreprises qui ont besoin de cette main d'œuvre, mais il faut pouvoir donc à montrer tout au moins une capacité à réfléchir, à interagir en français, à dire un minimum, à pouvoir écrire tout au moins son nom et ses prénoms. Donc il faut le minimum, c'est le CEP. Donc il faut permettre à ces enfants-là d'y arriver à HDF à Djibouti. Et lorsque nous prenons aujourd'hui, et vous l'avez si bien mentionné, lorsque nous prenons aujourd'hui le CEP, certificat d'études primaires de la CFEB au CEP aujourd'hui, même si certains pays continuent d'utiliser l'ancien nom, je dirais que quand même, lorsque cet examen, qui est un examen national, les candidats savent très bien que c'est un examen national et les conditions d'admissibilité sont déjà connues, 6 sur 8. Et lorsque le candidat qui obtient la moyenne dans ces matières sur les 8 pour la circonstance est déclaré admis, bien admissible à cet examen national, les parents doivent donc s'y mettre. Ce n'est pas le moment, on l'avait déjà dit dans les émissions précédentes, pour pouvoir accompagner ces enfants-là, les cartes, tout cela. Aujourd'hui, les différents chefs de centre sont instruits. Lorsqu'un enfant quand même oublie sa carte, ce n'est pas le moment quand même de le renvoyer. Peut-être il faut lui demander de ramener ça le soir pour pouvoir quand même permettre à ce que cet examen se déroule dans des situations normales et sans quand même des cas majeurs, des cas de renvoi ou ceci et cela. Et le CEP aujourd'hui, qui est un diplôme qui est quand même un diplôme exigible quand même pour pouvoir apprendre un métier aussi, il faut le reconnaître, parce que pour apprendre un métier au Bénin, selon les tests, c'est que l'enfant doit avoir 14 ans. Mais si l'enfant n'a pas 14 ans, vous n'avez pas le droit de l'amener à apprendre un métier. L'enfant doit avoir 14 ans. Et on suppose donc que l'enfant qui a 14 ans a au moins le CEP, a le certificat d'études primaires, et cela va permettre à cet enfant-là de pouvoir développer ses facultés psychologiques, ses facultés psychiques, pour pouvoir quand même être plus compétent sur ce terrain-là, sur le terrain de l'apprentissage, et pouvoir quand même surpasser. Parce que même si nous parlons aujourd'hui, même si nous reconnaissons, nous disons que ce diplôme-là ne serait plus valable et qu'il faut réfléchir autrement, il faut dire que c'est un diplôme qui permet à ce qu'on sache que tu as fini un cycle, c'est-à-dire le primaire. Parce qu'il y a les cours maternels, il y a les cours d'initiation, le CI, cours primaire CP, cours élémentaire première année CE1, cours élémentaire deuxième année CE2, cours moyen première année et cours moyen deuxième année. Donc pour permettre à ce qu'on puisse savoir que tu as fini un cycle, c'est-à-dire le primaire, il faut qu'on sanctionne cela
par un examen national qui est le CEP. Bon, on n'en a pas besoin. On peut le faire autrement. On peut juste faire un examen comme pas un examen. On peut juste faire une évaluation sommaire et voir si la personne a le niveau pour passer. Donc ça peut se faire autrement. On n'a pas besoin d'engranger de grands moyens parce que c'est des moyens aussi. Exactement. C'est énormément de moyens, de la préparation jusqu'à la correction des copies, jusqu'à la proclamation de beaucoup de moyens. Je pense qu'on peut se faire d'économie. Maintenant, le Bénin n'évolue pas en vase clos. Nous sommes dans un espace. Pardon. Nous sommes dans un espace, donc ce sera une décision collégiale. Le CEP, ce n'est pas qu'au Bénin, donc c'est dans toute la sous-région et il faudra réfléchir à la chose. J'imagine que ça doit être pareil ailleurs, parce que plus personne n'évolue, n'a un métier, n'a une profession avec le CEP. Mais Adef, il me plaît quand même, comme vous l'avez dit, c'est ce message à l'endroit des parents. Le ministre Salman Karimou l'a dit également dans son message adressé en fin de semaine donc à tous les acteurs, que ce soit les parents, les écoliers, même également les enseignants. Sans oublier bien entendu les partenaires sociaux qui sont devenus très très dociles depuis quelques années. Donc il faut quand même reconnaître que il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour alléger, pour rendre la chose beaucoup plus facile, crédible, et pour que tout le long de l'année, on n'assiste pas à des grèves pelées par la suite. C'est vrai, ce n'est pas toujours bien apprécié de tous, mais ce sont des efforts considérables en matière d'assainissement. On a assaini un peu le milieu, il n'y a plus de grève. On a réussi donc à discipliner, je vais dire entre griffes, ces syndicalistes-là. Et puis, je sens que vous n'êtes pas très, très d'accord avec moi, mais ce sont des avancées parce que ça nous permettait vraiment pas d'avoir des années paisibles, d'avoir des années efficaces. On avait parfois même 3 mois réguliers en œuvre, ce qui ne permettait pas donc de transmettre à ces étudiants, de transmettre à ces enfants-là la connaissance nécessaire pour donc accéder au grade d'élèves donc du collège. Et donc je pense qu'il faut saluer ces efforts considérables qui ont été faits par le gouvernement. Et des fois également donc dans le bien-être de la ressource humaine. On se rappelle que les AME, les aspirants au métier de l'enseignant, sont passés donc à 12 mois sur 12. Ce sont des efforts considérables donc pour remobiliser la troupe. On sait qu'il y a eu une augmentation des salaires récemment, et donc tout ça a permis d'avoir une année paisible, d'avoir du dynamisme, donc d'avoir de la mobilisation, de mobiliser bien la ressource, et on espère que les résultats seront au rendez-vous. Même si nous savons très bien que au début de l'année, il y a eu des classes qui sont restées donc sans enseignants, et aujourd'hui donc ces enfants qui ont été dirigés par des enseignants qui sont venus après, parce qu'il y a eu des derniers déploiements après décembre, il y a eu des déploiements. Les directeurs d'école qui sont désormais instruits, qui savent qu'ils doivent donner quand même un rendement de 33% afin de pouvoir être maintenus à leur poste. C'est-à-dire que si un directeur d'école donne 0% ou bien moins de 33%, c'est-à-dire que le critère est là, les sanctions tombent et ils sont instruits pour pouvoir quand même donner le meilleur. C'est pourquoi il y a eu des semaines qui ont été consacrées donc au bachotage, comme ils le disent dans l'enseignement, pour pouvoir quand même permettre à ces apprenants-là de revoir, de traiter des épreuves pour voir donc leur capacité de répondre, tout cela. Et quand on sait que cet examen c'est réservé aux enfants de 9 ans aujourd'hui, de 10 ans, de 11 ans, qui, on espère bien, n'auraient pas peur d'affronter ces épreuves, parce qu'il y a 2 semaines en arrière, il y a eu l'examen national, l'examen blanc national. On a programmé directement les résultats en même temps. Au fur et à mesure que l'examen se déroulait, il y a eu donc la correction qui se déroulait en même temps, et on a programmé les résultats. On sait déjà globalement ce que cet examen national du CEP qui a démarré aujourd'hui va donner comme résultat. On espère que les résultats seront donc à l'actif. Les résultats de cet examen-là vont tenir donc la promesse des fleurs, eu égard aux nombreux efforts qui ont été donc déployés par le gouvernement, par les partenaires, par l'ADEC, la direction des examens et concours, par les chefs d'établissement, par les enseignants qui sont quand même à féliciter. Nous devons leur tirer chapeau, parce que ce sont eux qui sont quand même les maîtres, les acteurs qui ont les enfants à la charge. Même si aujourd'hui c'est maintenant, le rôle est désormais réservé aux parents de veiller sur ces apprenants-là, de les accompagner dans les centres, de les ramener à la maison, de veiller sur leur alimentation, sur tout ce qui a cours à ces 3 jours de composition, et
pour que le rendement, pour que les résultats soient quand même des résultats meilleurs. Nous allons quitter donc... Adel, si vous permettez, oui, on a félicité le gouvernement, tous les acteurs impliqués, mais il y a un bémol. Vous l'avez dit, il y a eu d'abord le déploiement qui était tardif, mais il y a aussi qu'on a eu des inondations. Il y a eu des écoles, nous sommes en période pluvieuse actuellement. Bien entendu, mais bien avant même cette période pluvieuse, tout le long de l'année, il a été recensé environ plus de 200 écoles. Il y a eu un communiqué du ministère interministériel, notamment qui a été signé du ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou. Donc pour dire qu'il y a eu plus de 200 écoles qui ont connu des inondations. Et donc, que sont devenus ces écoliers-là? Que sont devenus? Est-ce qu'ils seront évalués de la même manière que ceux-là maintenant qui ont eu la chance d'avoir 9 mois pleins de cours? Donc ce sont des questions, ça, parce qu'après ces inondations, il y a eu des éléments de riposte. Mais la riposte n'a pas réfléchi à ça. La riposte n'a pas réfléchi donc à ces écoliers qui ont perdu plusieurs mois de cours et donc ils vont devoir affronter les mêmes épreuves que ceux qui ont eu une année normale. Parce que les inspecteurs, les conseillers pédagogiques ont tenu compte de tout cela pour quand même proposer, avant de proposer les épreuves du CEP. Ce qui ne serait pas très juste, parce que ça fait la balance n'est pas équitable. Donc il faudra peut-être réfléchir à façon risque, soit de pénaliser ceux qui ont une année pleine ou encore ces jeunes enfants là. Et donc en dehors des inondations, on a eu des problèmes de terrorisme. Il y a eu plusieurs écoles également qui ont été fermées à Malanville. Environ 10 écoles au total ont été fermées entre Materi, Karimama, Bukumbe, et donc toutes ces villes donc sujettes au terrorisme. Et donc il reste encore beaucoup d'efforts à faire dans ce sens-là. Que deviennent ces élèves, ces écoliers qui ont dû abandonner les cours, qui ont dû donc laisser l'école pour autre chose? Donc c'est des questions qu'il faut se poser, des questions qu'il faudra bien évidemment se poser pour la suite. D'accord, et on vous aurait compris, Romiade Assoklé. Nos auditeurs nous suivent et certainement ils sont à l'écoute et attendent notre analyse sur la tournée gouvernementale. Le gouvernement de Patrice Talon qui a démarré depuis déjà 2 semaines, une tournée gouvernementale avec les ministres. Le week-end écoulé, le Koufoua a connu donc la présence du ministre des Sports, le Bogou avec la présence de la ministre du numérique. Et puis différentes communes quand même, on connaît la présence des représentants du gouvernement qui sont déjà sur le terrain pour dire au peuple quand même ce qui se passe. Mais ce qui est marrant ici, cette tournée gouvernementale à mon niveau, Romiade Assoklé, les amis auditeurs auditrices qui nous suivent, cette tournée gouvernementale vient pour nommer, quand nous savons très bien que il faut que le peuple sache ce que fait le gouvernement à son actif. Ouais. Même si les gens vont dire que il reste 2 ans, c'est pourquoi on est en train de profiter de cette tournée gouvernementale pour quand même, c'est une manière de faire la politique. Moi, je ne vois pas ça de cet œil-là. Je vois donc que ça vient pour nommer parce qu'il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites. Et au début, c'est vrai que Patrice Talon n'a pas voulu être comme Yahi, mais il a compris désormais qu'il faut aller à l'école de Yahi à un certain moment donné pour pouvoir quand même informer le peuple de ce qui est en train d'être fait, de ce qui a été fait, de ce qui est en train d'être fait, de ce qui se fera. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'analyses, beaucoup de réflexions sur les actions gouvernementales, manque de communication. Récemment, les peuples sont informés, ceux qui sont quand même à l'intérieur du pays ne sont pas quand même informés correctement de ce qui se passe, quand nous savons très bien que les radios locales ne sont pas si suivies également. Et il faut donc aller à la rencontre du peuple. Il faut donc aller rencontrer le peuple pour discuter de fond en comble sur beaucoup de choses qui ont été réalisées. Et nous avons la présence des membres de la mouvance pour cette tournée gouvernementale, la présence des membres de la mouvance, l'UP, le BR. Et donc ça vient pour nommer et ça permettra donc aux populations d'être informées de ce qui a été fait par le gouvernement, de ce qui est fait et de ce qui va se faire dans les prochains jours, dans les prochaines années. Je ne dirai pas prochaines années, dans les prochains jours. Hein. Il y a encore 2 ans.
Et donc, on a fait 8 ans avant de comprendre que Yahi était efficace sur le plan de la communication. C'est bien dommage. Il y a eu un échec de la communication. Et il y a eu une rencontre récemment avec tous les partis de la mouvance, donc les ténors de la mouvance présidentielle. Et Gbadamassi disait il faut laisser les titulaires, les professionnels aller sur le terrain. Donc il y avait de l'intoxication et donc il fallait passer à la désintoxication. C'est même le mot utilisé sur le terrain pour dire ce qui a été fait. Mais je pense que à bon 20 points d'enseigne, les Béninois ne sont pas aveugles. Même ceux que vous pensez être très reculés, très loin du Bénin, quand on passe 1 kilomètre, même ne serait-ce que 200 mètres de goudron dans ton quartier, dans ta ville, tu vois. Donc je pense qu'on est plutôt dans une propagande, dans une campagne précoce pour 2026. C'est dommage parce que on a jusqu'à un moment donné adopté ce qu'ils ont appelé la normocommunication. On a pensé qu'il fallait parler peu et agir beaucoup. Moi je ne sais pas ce qui a brusquement changé, ce qui n'a pas marché, les variables qui ont changé pour qu'on pense que Yahi était le meilleur, parce que c'est finalement ce que je retiens. Yahi était le meilleur parce que Yahi, on le voyait dans les champs de coton, Yahi était partout sur tous les fronts. C'est ce qui a commencé. Il y a une remobilisation terrible des gens qui utilisent les moyens de l'État. Vous allez voir, c'est des plaques bleues, c'est des plaques rouges qui sont déployées. Les gens qui vous disent les moyens de l'État pour aller faire de la campagne. J'appelle pas ça de la campagne. On n'a pas besoin, il n'y a pas dans ce que vous prenez les lignes budgétaires des ministères, quand vous prenez, il n'est pas les lignes, ce qui est prévu, le programme pour l'année en cours, il n'est pas prévu que des gens aillent faire des campagnes pour des intoxiqués. La population n'est pas intoxiquée. Ce n'est pas une campagne, c'est plutôt une tournée gouvernementale de reddition de comptes pour informer la population. La population a faim, la population n'a pas besoin qu'on vienne lui dire qu'on a construit. Vous allez dire à celui qui a à Bembereke qu'on a construit des routes à Cotonou. Je ne sais pas en quoi ça change vraiment son quotidien. Je pense qu'on a beaucoup plus de problèmes. Actuellement, on va peut-être en parler. Les réels problèmes, c'est comment donc rétablir cette confiance-là avec nos voisins. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est également comment donner à manger à cette population. On outrepasse tout ça et on se met en campagne, le vent en poupe pour aller parfois raconter des balivernes, pour aller raconter franchement des propos qui ne sont pas très très agréables à entendre. Et donc, pour parfois insulter même l'intelligence de cette population. Moi je dirais donc que cette tournée gouvernementale là qui vient selon moi déjà à point nommé, même si vous qualifiez ça déjà d'une sorte de campagne, moi je ne vois pas ça de cet œil là. Je comprends donc que le gouvernement de Patrice Talon a mesuré donc l'urgence de la situation parce qu'il y a un problème de méfiance entre le peuple et son dirigeant. Donc il faut renouer avec la confiance parce que le peuple béninois ne fait plus confiance à son gouvernement. Donc pour renouer avec la confiance, il faut la crise de confiance est partie d'où? C'est la question que vous oui, la crise de confiance peut-être est partie des deux côtés. Maintenant, il faut renouer avec la population. Il faut rétablir cette confiance-là pour que la population puisse faire confiance à ceux qui le gouvernent, au gouvernement qui est là actuellement, qui est en train de diriger. Vous n'êtes pas à savoir que la population a crié par rapport il y a eu le ras-le-bol par rapport à la cherté de la vie, et nous avons eu quand même des marches ici à Cotonou, même si la première fois ça a échoué, et puis la deuxième fois ça a pris, et le 11 mai, etc. Et pour dire que non, il faut travailler à ce que quand même les produits puissent être ramenés quand même à un prix abordable, normal pour la population qui souffre tant. Parce que aujourd'hui, le Béninois ne peut plus manger 3 fois par jour. C'est 2 fois ou bien une seule fois. Et vous voyez donc que tout est cher. Tout cela donc est expliqué au cours de la tournée gouvernementale pour montrer donc les mesures que le gouvernement est en train d'être prises pour pouvoir y remédier, pouvoir rétablir l'ordre pour que les produits soient quand même abordables à la population. Pour l'achat. On est allé expliquer aux Béninois pourquoi ils ont faim. C'est terrible. C'est une crise économique mondiale, certainement. Et nous avons eu des hôpitaux qui ont été construits et désormais il y a eu des recrutements. C'est pourquoi moi je dis très souvent que quand on dit que le gouvernement de Patrice Talon n'a encore rien fait à l'université, d'abord un clavier peut-être, je dirais non. Quand même, on n'a pas besoin d'être visible sur le terrain avant que les actions ne soient menées. Les recrutements qui ont été faits, tout élément dans la fonction de l'aspirana, etc. Et bientôt, donc, il y a eu l'hôpital de Calavi qui va recruter. Tout cela, quand même, on fait l'université. On est en train de réduire comme ça
le taux de chômage et même le taux de sous-emploi. Le taux de chômage, je vous comprends. Vous êtes faites l'effort extraordinaire d'accompagner donc ceux-là qui tentent. C'est pas facile pour eux sur le terrain. C'est pas du tout facile pour eux. Les arguments ne sont pas faciles. Parce qu'on va nous parler encore de la crise russo-ukrainienne. On va nous parler de la Covid-19 pour justifier cet état dans lequel nous nous retrouvons. Donc de carence, de problèmes, de crise alimentaire tout simplement. Je ne suis pas de mauvaise augure. Je ne suis pas de ceux qui, je suis pas opposant, de ceux qui vont dire que Talon n'a rien fait. Ça, ce serait méchant à la limite. Ce serait malhonnête de dire que ce gouvernement en place n'a rien fait. Et donc, mais est-ce que la solution, c'est de parcourir monts et vallées pour aller prêcher la bonne nouvelle? Si cette bonne nouvelle, elle est patente, elle est évidente, c'est la question que je me pose. Moi, je pense plutôt que les gens ont commencé par avoir peur parce qu'un certain Yaïboni est en train de prendre du terrain. On commence pas à avoir peur parce qu'il risque d'avoir une certaine... il y a une tendance de domination de la communication. Le parti d'opposition, les démocrates, est en train de gagner du terrain et donc les gens ont peur donc de perdre la main. Et c'est quand je le disais tout à l'heure, à cette rencontre entre donc les partis au pouvoir, c'était une rencontre de vérité où les gens ont dit attention à ce qui se passe. Vous savez, Badamassi a suivi un échec cuisant en 2023. Celui qui a été pendant très longtemps donc député a été démantelé, a été décoiffé donc dans son fief habituel depuis près d'une décennie. Et donc les gens voient que 2026 à l'horizon ça risque d'être encore un échec et donc ils ont alerté le chef pour que précocement on puisse user de tous les moyens disponibles pour aller en campagne. C'est tout, c'est simple. Et donc parce que je pense que actuellement, que je le répète, ce dont on a besoin, c'est de réfléchir calmement. On a encore 2 ans pour faire une reddition de compte. La reddition de compte peut venir complètement vers la fin. Qu'est-ce que vous avez fait en 5 ans? On peut l'utiliser donc à but de campagne, mais c'est trop bon. Je ne vois pas, ça ne se justifie pas. Ce n'était pas planifié, ce n'était pas prévu. Mais vu le contexte, on a senti que on est vraiment en train de perdre la main. On est vraiment en train de passer le flambeau à l'adversaire. Et donc il fallait reprendre, revenir dans l'arène politique et ils n'ont pas trouvé mieux que donc de prêcher la bonne nouvelle du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'espère qu'après ça, ils vont revenir à de bons sentiments et donc réfléchir à comment changer les choses, comment donner à manger 3 fois à tous les Béninois. Vous avez parlé des nombreuses constructions que j'applaudis également, les centres de santé, maintenant vous dites centres de sport, de loisirs. Vous dites qu'on n'a pas pour besoin le tourisme, l'Amazon, la place Pierre Guerra, tout cela. Oui, on vous dira que le Béninois ne mange pas les statues. Mais il y a aussi le projet numéro 2 de l'asphaltage, phase 2. Qui a commencé et qu'on espère qu'il va... Tout ça, c'est génial, c'est magnifique, il faut l'applaudir. On a besoin de grandir sur le plan infrastructurel, sur le plan sanitaire, on a besoin d'amélioration. Mais si on revient sur le campus de façon tangible, qu'est-ce qui a été fait après 8 ans? Moi, je ne vois rien. Et on a besoin, les amphithéâtres, il n'y a pas eu pratiquement pas de... Tout ce qu'on a eu à l'université d'Abomey Calavi, par exemple, c'est le nouveau rectorat à plus d'1 milliard de francs CFA, alors que les gens sont toujours agglutinés dans les amphithéâtres. C'est toujours pénible. Les bourses n'ont pas augmenté. On a augmenté même les salaires, mais les bourses, les secours des étudiants n'ont pas varié depuis des décennies, depuis donc calendes grecques. Donc sur le campus, sur l'université, la jeunesse, cette jeunesse, cette fougue, cet avenir-là donc de la nation n'a pas reçu conséquemment donc d'amélioration. Et que vous parlez de création d'emplois, ces emplois précaires, ces emplois franchement qui ne permettent pas réellement de se construire, qui ne permettent pas de rêver, parce que vous vivez au jour le jour, vous avez juste le minimum pour subvenir à vos besoins de base. Donc je pense il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais on a beaucoup de choses à faire également. L'un n'est pas à la propagande. Moi je suis vraiment... L'un n'est pas la propagande. Je pense qu'on peut mieux faire. On a besoin des actions concrètes sur le plan social, parce que ça a été carrément un gouvernement où le social, vous avez vu le ministre Romeki, il a dû sortir du gouvernement avant de constater que le social est en berne. Donc il y a beaucoup de choses à faire que de prendre. Au coup de cette tournée gouvernementale,
le président de l'Assemblée nationale a déclaré que si le gouvernement précédent avait fait autant, nous serions comme Paris depuis longtemps, en oubliant que quand même dans les années 90, nous étions au même niveau de développement que la Chine, que l'Inde, qui aujourd'hui nous dépasse largement, et que la Côte d'Ivoire qui est à côté de nous, aujourd'hui qui nous dépasse largement, le Bénin qui accueillait les matchs de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a été suspendue. Aujourd'hui, c'est le Bénin qui va jouer maintenant en Côte d'Ivoire parce que le terrain de Cotonou est suspendu. Nous voyons donc désormais que sur ces terrains, au niveau lors de cette tournée gouvernementale, il y a eu beaucoup de propos quand même scandaleux, il faut le dire, il faut le reconnaître, et qui, moi personnellement, je le dis en tant que moi, qui n'honore pas la République, parce que nous avons besoin quand même de ce qui va favoriser l'harmonie, la coexistence sociale, l'union au Bénin. Nous n'avons pas quand même dit des propos et ne pas pouvoir répondre de ces propos-là à la fin, parce qu'il y a tellement de propos scandaleux qu'on se dit, même si on a remarqué l'absence de l'opposition qui a brillé par son absence, or l'opposition quand même doit être présente pour pouvoir quand même entendre, écouter ce que les membres du gouvernement ont à dire, pour être informés, parce qu'il faut s'informer. Mais si vous êtes absent et que vous brillez par votre absence, vous n'êtes pas informé, et vous êtes donc la population vous pointera du doigt à l'avenir. Ouais. J'ai l'impression que, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, que le président Louis Vlavonou ne connaît pas l'histoire du Bénin sur le plan économique, bien qu'étant un président de l'Assemblée nationale. Si dire qu'en 8 ans, peut-être que Ifani ou le Pobet serait déjà devenu Marseille, mais pas le Bénin. Donc de dire qu'en 8 ans, on a connu un essor spectaculaire qu'on n'a jamais connu. Je pense que c'est une insulte pour tous ces gouvernants qui se sont suicidés depuis 1990. Et c'est pas que lui, ses propos, vous l'avez dit, sont fusent de toutes parts. On a vu le brillant Modeste Kérékou qui allait insulter et profaner carrément la mémoire de son père, à Nati Tengou, en disant que en moins de 8 ans, on a connu un essor vertigineux qu'on n'a jamais connu depuis 1900. C'est grave, c'est des propos assez graves. Même quand on est politique, on est politicien, c'est vrai, c'est difficile d'être éthique, c'est difficile d'avoir des propos qui respectent donc l'éthique, mais on peut faire quand même un effort. Quand je parle on ne connaît pas l'histoire de l'histoire politique. Le Bénin a connu son meilleur taux de croissance en période révolutionnaire, donc sous Mathieu Kérékou. Et l'enfant de Mathieu Kérékou vient dire aujourd'hui que depuis 1990, rien n'a été fait et que c'est en 8 ans que le Bénin a été construit. Ce sont des erreurs graves. Il ne faut pas rebeller la population qui est déjà sous tension, la population qui mange à peine, celui qui a déjà des difficultés quand on vient avec ses propos belliqueux, ses propos de rébellion. C'est pas très bien. Il faut remettre de l'eau dans. Je ne pense pas que ce soit Patrice Talon qui est envoyé en mission pour dire des mots aussi crus, pour donc insulter donc l'intelligence de cette population. Quand vous prenez Modeste Kérékou, qui est aujourd'hui ministre, qui a servi, qui a été avec Yaïboni, qui a été avec le gouvernement. Vous prenez le président Louis Vlavonou, il n'a jamais été absent depuis 1990, et il trouve que c'est aujourd'hui que tout va bien. C'est des erreurs de langage. On a décidé pendant un long moment de ne pas parler. Maintenant on veut parler, on parle mal. Et donc je pense que ce sont des erreurs. Il manque donc de conseils politiques, il manque de communication politique. Il faut envoyer ceux qui savent, donc ceux qui peuvent bien parler. Il ne faut pas que tout le monde se mette dans la danse. Et Wilfried Leandro Humbedji s'est très bien parlé quant à lui, qui a pu justifier donc la crise entre le Bénin et le Niger, même si le chef de l'État lui-même est monté au créneau. La crise est loin de prendre fin. L'épisode est loin de prendre fin aujourd'hui. Oui, très très loin de prendre fin, parce que ça tire le drap de chaque côté après donc la sortie du président. C'est rare de voir le président Patrice Talon sortir aussi fréquemment. Je pense que sur la crise du Niger depuis juillet 2023, depuis juillet 2023, donc depuis bientôt un an, il est sorti plusieurs fois. Donc sur la question, mais bien même que l'actualité politique au Bénin, sociopolitique au Bénin. Et ce n'est pas étonnant, puisque la majorité des marchandises qui transitent par le port vont au Niger. Bien entendu, j'ai écouté encore hier soir dans une émission avec donc Lama Balo sur Eden TV, les transporteurs, donc ceux qui travaillent, les pensionnaires de ce port-là, crier leur ras-le-bol. C'est difficile pour eux à vivre, même si on fait l'effort de cacher, on fait l'effort donc de mettre sous boisseau tout ce qui se passe. C'est difficile pour eux à vivre. Et je pense qu'on gagnerait après la sortie du président Patrice Talon. Vous l'avez vu, Zéine, le premier ministre nigérien, également
également revenu pour clarifier pourquoi Adambi n'a pas été reçu, pense n'avoir pas été reçu donc par le président, n'a pas été reçu par le président Tiani et le gouvernement nigérien, encore qu'il y a beaucoup de choses. Donc je pense au finish qu'on gagnera beaucoup à faire de la diplomatie. Il y a certains qui ont proposé un certain Yaiboni comme la médiation, même si c'est pas évident, parce que pour envoyer quelqu'un pour une médiation, il faut d'abord s'entendre avec cette personne et qu'il n'y ait pas de récupération politique. Donc, mais on pense qu'on peut aller plus loin. Il y a Obasanjo, il y a plein d'autres dans la sous-région qui peuvent. Et il y a même l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui est là. Qui également ne fait pas l'unanimité parce qu'il se dresse contre le gouvernement en place, il n'est pas en phase avec le gouvernement en place. On espère donc que d'ici là, cette crise va prendre fin, même si l'épisode est devenu tellement énorme que les populations retiennent toujours leur souffle. Actualité au quotidien de ce 3 juin 2024, stop et fin. Fériol Sossou à la cabine technique, c'est-à-dire la mise en onde. Romain Lassoclé, moi-même Adef Adjibaudin en studio. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Bonne journée et excellente semaine de travail à toutes et à tous.